football, la CAN 2017, Côte d'Ivoire-Maroc, c'était ce soir. Les éléphants n'ont pas du tout barri. 1-0 en faveur des Lions de l'Atlas. Les pourparlers, gouvernement, fonctionnaires ont repris cet après-midi à la fonction publique. Pour rappel, 2 collectifs de syndicats sont entrés en grève depuis plus de 2 semaines. Le mot d'ordre a été levé hier, mais la reprise est encore timide. Pour l'éphéméride, on va s'intéresser ce soir au 24 janvier 1965. C'est la date du décès de Winston Churchill. L'ex-premier ministre anglais qui s'est battu contre l'invasion hitlérienne a aussi marqué le monde par ses discours visionnaires sur l'Europe. Bonsoir, le journal sur RTI2 décalé, vous le savez, depuis dimanche en raison de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. Justement, ce soir, les éléphants n'ont pas du tout barri. Côte d'Ivoire-Maroc à Oyem, 1-0 en faveur des Lions de l'Atlas. La Côte d'Ivoire n'ira donc pas en quart de finale. Le trophée échappe ce soir au tenant du titre. Alors, pendant que se jouait le match Côte d'Ivoire-Maroc pour cette 3e journée à Port-Gentil, le Togo avait, lui, maille à partie avec la République démocratique du Congo. Score du match, 3-1 pour la RDC. Ici, à Abidjan aussi, on continue de discuter. Les pourparlers, gouvernement, fonctionnaires ont repris cet après-midi, cette fois en présence de chefs coutumiers et responsables religieux. Pour rappel, 2 syndicats sont entrés en grève depuis plus de 2 semaines. La semaine dernière, le gouvernement a accédé à plusieurs revendications. Le paiement des stocks d'arriérés reste cependant la pomme de discorde. La plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et l'intersyndicale des fonctionnaires ont depuis samedi dernier appelé à la suspension de la grève. Grâce Adrienne Kando. Gouvernement et responsables syndicaux se sont retrouvés à nouveau ce mardi après-midi dans le cadre de la poursuite des négociations. Après plus d'1 heure d'échange, rien n'a filtré de cette rencontre. Les 2 parties se sont donné rendez-vous à une date ultérieure. Ont pris part 7 ministres, organisations syndicales, membres de la société civile, parents d'élèves, guides religieux et chefs coutumiers. C'est la 4e fois que gouvernement et syndicats se retrouvent sur la table des négociations. Pour mémoire, 4 points de revendication ont été satisfaits sur 6. Par ailleurs, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également échangé à 2 reprises avec les responsables syndicaux. Et c'est à l'issue de la dernière rencontre tenue le dimanche dernier que le mot d'ordre de grève a été levé par la plateforme des organisations syndicales et l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Levée du mot d'ordre de grève, mais reprise timide des activités, plusieurs établissements fermés pendant que d'autres ont pu ouvrir leurs portes aux élèves. Idem dans les administrations publiques. Le point avec Franck Kouadio. Mardi 24 janvier, déjà 2 jours pour la reprise du travail dans la fonction publique lancée le dimanche 22 janvier par la plateforme des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire en attendant la fin des discussions avec les autorités. Sur le terrain, ambiance contrastée. Toursé, ce n'est pas l'affluence habituelle aux portes des ascenseurs, pas plus dans le hall pour les opérations de la direction du transport terrestre. Un tour dans les bureaux. Les responsables sont à leur poste, ils nous font le point de la journée. Effectivement, la grève a été en partie suivie ici au ministère de la Culture et de la Francophonie dès les premiers jours. Mais depuis l'appel à la reprise, depuis hier et ce matin même, le constat est que la quasi-totalité du personnel à son poste est en place. Et donc on peut dire que la reprise est effective ici au ministère de la Culture et de la Francophonie. Après les administrations publiques, nous nous rendons à Cocody, lycée classique d'Abidjan et lycée technique. Il est presque midi. De rares élèves et les quelques enseignants présents n'ont pas voulu intervenir à la caméra. Mais certains nous ont conseillé de revenir dans quelques jours après le paiement des indemnités de correction des récents examens lancés depuis hier lundi. D'autres encore disent assurer leur présence, mais pour les cours préfèrent attendre les conclusions finales des discussions entre leurs syndicats et l'État.
Alors, malgré la levée du mot d'ordre de grève, le mouvement s'est poursuivi aujourd'hui. Le SNEPSI monte au créneau et appelle à la reprise du travail. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, qui n'est pas signataire du mot d'ordre de grève, demande que des mesures de sécurité soient prises autour des établissements scolaires afin de permettre la reprise des activités. Herman Niamien. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI, invite ses membres à reprendre le chemin de l'école dès ce mercredi 25 janvier. Selon le secrétaire général national du SNEPSI, des acquis notables ont été observés après les différentes rencontres avec le gouvernement. Sur les 6 points de revendication, selon Paul Nielou, 4 ont été satisfaits et les 2 points de désaccord font encore l'objet de discussions. C'est pour toutes ces raisons que le SNEPSI demande donc à ses militants, à ses membres répartis à travers tout le pays, dans ces 22 sections régionales, 150 sections locales, de reprendre le travail afin de faciliter la poursuite des négociations dans un esprit apaisé jusqu'à la satisfaction de nos préoccupations. Paul Nielou, qui affirme que son syndicat n'est pas signataire d'un mot d'ordre de grève, souhaite que les dispositions sécuritaires soient prises par le gouvernement afin de permettre aux enseignants membres du SNEPSI de regagner sereinement leur poste. Si le gouvernement prend les mesures de sécurité nécessaires, nos camarades, si nous lançons l'appel, ils vont aller travailler. Mais s'ils ne le font pas, c'est clair qu'à cause de l'insécurité, ils vont rester à la maison. Les négociations entre le gouvernement et les différents syndicats grévistes se poursuivent. Une rencontre a même lieu ce mardi 24 janvier pour poser les bases des négociations. Escroquerie dans l'agrobusiness, on en parle ce soir. L'éclairage du procureur de la République auprès du tribunal de première instance d'Abidjan, selon Richard Adou, de graves irrégularités ont été relevées par les enquêtes. La majorité des entreprises n'a pas créé de plantation comme promis à leurs souscripteurs. Sidonie Davila. Dans l'affaire dite arnaque de grande ampleur dans l'agrobusiness et pour laquelle la police économique a ouvert une enquête et procédé à des arrestations, le procureur de la République est monté au créneau ce lundi pour éclairer l'opinion. De quoi s'agit-il? Le 30 décembre 2016, l'agent judiciaire du Trésor, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, a saisi mon parquet d'une plainte pour escroquerie et blanchiment d'argent à l'encontre de certaines structures d'agrobusiness. L'enquête a été aussitôt confiée à la direction de la police économique et financière. L'enquête a révélé que ces structures ont promis à leurs souscripteurs, par des contrats individuels, d'injecter des fonds dans la création de plantations. Concernant des cultures vivrières, des plantations de tomates, de carottes, de concombres et autres. Et il leur était promis à ces souscripteurs des retours sur investissement allant de 300 à 1000%, et cela dans un délai de 3 à 6 mois. Après, évidemment, la vente des productions venant de ces plantations-là. Mais l'enquête a révélé que la réalité est tout autre. Certes, certaines de ces structures ont quelques plantations, mais elles sont insignifiantes, eu égard au nombre de souscripteurs. Mais le grand nombre n'a que des plantations virtuelles qui n'existent pas dans la réalité. Cependant, les retours sur investissement, des bénéfices ont été générés et certains souscripteurs, notamment les premiers, ont reçu leurs avoirs. En vue de rassurer les souscripteurs, le parquet a pris quelques mesures conservatoires. Nous avons donc procédé au gel des avoirs de ces structures. Cela en vue de préserver les intérêts des souscripteurs et éviter ainsi que ces comptes-là ne soient vidés de leur contenu. Projet à fort potentiel de rentabilité, les activités d'agrobusiness ont fini par convaincre un grand nombre de personnes qui, de bonne foi, y ont souscrit. Aujourd'hui, avec l'ouverture de cette enquête, le procureur Richard Adou veut situer les uns et les autres sur leur investissement. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent. Hors de chez nous, on va parler de cette petite révolution sociétale qui est en cours au Tadjikistan. Tenez-vous bien, dans cette ancienne république soviétique d'Asie centrale, les femmes choisissent des professions masculines dans ce pays musulman très traditionnaliste. Regardez. Déboucher un évier ou changer un siphon, ces gestes Zarina, 47 ans, n'aurait jamais pensé devoir les apprendre.
Mais cette ancienne enseignante, qui élève seule ses 2 enfants à Douchambé, la capitale du Tadjikistan, n'a pas eu d'autre choix. J'apprends ce métier pour régler tous les problèmes de plomberie chez moi. Je fais cela parce que si tu fais venir un plombier, soit il ne vient pas du tout, soit il arrive trop tard. Alors que quand je fais ça moi-même, non seulement je le fais mieux, mais en plus je fais des économies. Pour fuir un contexte économique morose, plus d'un Tadjik sur 10 préfère partir travailler à l'étranger, essentiellement en Russie. Une émigration presque exclusivement masculine et qui a souffert de la récente récession russe. Les transferts d'argent de Russie vers le Tadjikistan ont baissé de 2/3 depuis 2014. Restées au pays, les femmes tadjiques sont de plus en plus nombreuses à apprendre des métiers traditionnellement réservés aux hommes dans ce pays à l'islam très conservateur. Mes parents ne sont pas contre ma volonté de choisir un métier pour homme. Je ne sais pas ce que mes amis ou mes voisines en pensent, mais leur opinion ne représente rien pour moi, parce que j'ai choisi un métier qui me plaît. Dans ces centres de formation professionnelle, environ 60% des élèves sont désormais des femmes. Une évolution des mentalités qui rencontre des résistances dans la société tadjike. Évidemment, leurs maris à l'étranger ne veulent pas qu'elles pratiquent ces métiers pour hommes. Mais elles sont contraintes de faire ce travail. Et lorsque leurs maris rentrent chez eux avec l'argent, elles abandonnent ces métiers-là. Malgré une forte réduction de la pauvreté ces dernières années, le Tadjikistan reste très dépendant de l'argent envoyé par sa population immigrée et peine à créer des emplois. Ce qui à la longue pourrait pousser les femmes sur le même chemin que les hommes tadjiks ont emprunté, celui de l'exil. En image, l'opposant congolais Étienne Tshisekedi est à Bruxelles pour des raisons médicales, un séjour qui intervient alors que son parti est en négociation en vue d'obtenir un partage du pouvoir jusqu'à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. La crise politique actuelle est provoquée par le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, dont le mandat est arrivé à terme depuis le 20 décembre 2016. Il s'est battu contre l'invasion hitlérienne. Il a aussi marqué le monde de l'après-guerre par ses discours visionnaires sur l'Europe. On s'intéresse ce soir à Winston Churchill. C'est le 24 janvier 1965 qu'il décède à l'âge de 90 ans. Focus ce soir sur cet aristocrate, aussi surnommé le Vieux Lion. C'est votre éphéméride avec Franck Coyot. 24 janvier 1965. Sir Winston Churchill s'éteint à Londres à l'âge de 90 ans. Surnommé le Vieux Lion, Churchill, le conservateur, a affronté l'invasion hitlérienne et marqué le monde par ses discours visionnaires sur l'Europe. Né le 30 novembre 1874 dans l'Oxfordshire, il est à la fois un homme politique, un soldat et un écrivain. Il combat au Soudan et en Inde. Il devient héros national après sa fuite d'Afrique du Sud, où il avait été capturé étant correspondant de guerre pendant la guerre des Boers. Il adhère au Parti libéral en 1904. De 1908 à 1910, il est président du ministère du Commerce. Il deviendra ministre de l'Intérieur cette même année. Il va avertir longtemps les velléités nazies, mais il sera ignoré. En 1940, il devient Premier ministre et signe avec Roosevelt la Charte de l'Atlantique, déclaration des principes communs des démocrates. Entre 1947, il crée le mouvement pour l'Europe unie. En résumé, il aura réussi à rattraper l'erreur des Alliés en prenant la tête du gouvernement britannique. Il aura contribué aussi à stopper Hitler avec ses idées d'union et d'unité européenne. Sous sa direction, la Grande-Bretagne a tenu tête pendant 1 an à Hitler, le temps pour Américains et Soviétiques d'entrer en scène et d'écraser le nazisme. Ce rappel avant de terminer, pas de barrissement entendu de la part de nos éléphants du côté du Gabon. Coupe d'Afrique des Nations de football, Côte d'Ivoire, Maroc à Oyem, 1-0 en faveur des Lions de l'Atlas. La Côte d'Ivoire n'ira donc pas en quart de finale, le Maroc si. Fin de cette édition, elle était supervisée par Thomas Guessambi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.